Merci beaucoup Alicia pour cette introduction. Effectivement, on va revenir ce matin sur un sujet qui fait encore couler beaucoup d'encre, celui d'influenceurs et de tous les acteurs évidemment qui travaillent dans ce secteur. Alors on a la chance d'avoir avec nous, Alicia vient de le dire, Imen qui est influenceuse justement. On a également Lauriane Le Texier qui a créé son agence La Louve & Partners, et on a Alexandre Bigot-Joly qui est avocat associé et qui a cofondé son cabinet Influxio. Alors c'est vrai que ce secteur est réglementé depuis, on va dire, 1 an maintenant, puisque c'était le 9 juin 2023 que la loi est passée pour encadrer le secteur. Donc ça va être l'occasion, 1 an après, de voir un petit peu qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a été modifié, et puis comment s'en sont emparés évidemment les acteurs du secteur. Mais avant ça, on va peut-être revenir un petit peu sur justement qui sont ces acteurs. Qu'est-ce que c'est qu'être influenceur? On en entend beaucoup parler, mais est-ce qu'on sait vraiment bien ce que c'est? Peut-être pas. Imen, bonjour. Alors vous en avez 2. Hop, voilà. C'est bon. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Bonjour. Alors justement, vous êtes influenceuse. Vous êtes influenceuse déjà depuis un petit moment et vous avez maintenant plus de 97 000 followers. Comment est-ce qu'on se lance dans l'influence finalement? Comment est-ce qu'on devient influenceuse? Alors en fait, moi je suis créatrice de contenu, je préfère dire créatrice de contenu parce que c'est vraiment du contenu que je crée. Je fais la petite différence entre un influenceur. Je me considère aussi comme influenceuse parce que forcément j'ai une communauté, je partage ma vie, etc. Mais je ne fais pas simplement entre guillemets que du lifestyle, donc il y a une vraie création de contenu. Moi, comment ça s'est créé? C'est tout simple. En fait, je suis originaire du Mans, donc dans la Sarthe, pas très loin. J'habite à Marseille désormais, mais je suis originaire du Mans et j'ai débarqué à Paris pour faire mes études toute seule dans une ville que je connaissais pas, où je connaissais personne, où j'ai galéré pour me nourrir, me loger, trouver un stage, savoir ce que je voulais faire. Et en fait, à un moment dans ma vie, quand tout allait un petit peu mieux, je me suis dit qu'il était peut-être temps pour moi de partager tout ce que j'avais appris. J'avais eu ma licence, j'étais dans un bon master à la Sorbonne, j'avais fait de belles expériences professionnelles et j'ai créé un compte Instagram. J'avais 20 ans à ce moment-là, donc c'était il y a 5 ans. Et tout bêtement, j'ai créé du contenu. Moi, je suis née avec les réseaux sociaux, j'ai toujours eu mon téléphone dans la main et donc c'était hyper naturel. Et ça a ramené une communauté incroyable hyper rapidement. Mais alors, quel contenu? Qu'est-ce que vous avez voulu écrire à cette communauté grandissante? En fait, moi, je voyais bien, au moment où je me suis lancée sur les réseaux sociaux, c'était vraiment les influenceurs de télé-réalité. Donc, tout le monde était à Dubaï, tout le monde faisait de belles vacances. Et en fait, quand on avait des problèmes de la vraie vie, entre guillemets, on n'avait personne vers qui s'orienter et on avait personnes qui nous donnaient des conseils qui sont des conseils tout bêtes. Moi, j'ai un des posts qui a le mieux cartonné, c'est les 5 choses que Pôle emploi vous dira jamais, en fait. Et c'est des aides sociales que les gens ne connaissent pas. C'est comment trouver un logement sans garant. On sait comment trouver un logement, on va vous dire il faut constituer un dossier, etc. Mais quand tu es un étudiant en situation de précarité, tu ne sais pas comment constituer un logement avec toutes ces difficultés qui s'additionnent. Donc c'est des contenus vraiment très pragmatiques qui rendent service aux gens et où les gens se sentent compris. Et comment vous avez réagi justement quand vous avez vu que votre communauté s'agrandissait? Parce qu'au début, quand on fait du contenu, j'imagine, quand on est passionné, quand, comme vous dites, vous, c'était naturel finalement d'écrire du contenu, on peut être surpris après de voir que on intéresse les gens et puis de plus en plus de gens, non? Ah mais clairement, et puis j'ai même pas eu le temps de réaliser, parce qu'en fait ça a cartonné tout de suite. J'ai lancé le 30 août et le 2-3 septembre, j'avais déjà 30 000 abonnés, donc ça allait super vite. En fait c'était la rentrée scolaire, c'était le bon moment. J'ai fait des études de communication, donc je savais comment le lancer aussi. Et du coup, ça a cartonné hyper vite. Donc oui, on se rend compte que, en fait, il y a autant de gens qui sont intéressés, que ça fait 5 ans maintenant, qu'il y a autant de gens qui restent. Sur toutes mes plateformes confondues, j'ai plus de 100 000 personnes qui me suivent, c'est énorme. Donc personnellement, c'est une petite fierté, mais on se dit aussi que quand on a un combat qui est, pour moi, c'est pour ça que j'ai du mal à juste dire influenceuse, mais c'est vraiment celui de l'éducation et c'est un engagement social en fait qui se traduit via les réseaux sociaux. Mais en fait, c'est de se dire qu'il y a une communauté qui s'entraide, c'est une vraie réussite. Oui, parce que comme vous le dites, vous êtes influenceuse, mais pas que, créatrice de contenu, pardon, mais pas que, vous êtes aussi dans la communication, vous avez un métier à côté. Oui, j'ai un métier. Après, moi, j'ai aucun problème avec les personnes qui sont vraiment 100% dans la création de contenu, c'est un vrai travail, et tu le diras, ouais, c'est un vrai travail. C'est une activité rémunératrice pour moi, mais c'est vrai que j'ai un CDI à côté, je paye mes impôts, voilà, comme tout le monde. Vous avez un agent aujourd'hui ? Non.
J'ai pu à plusieurs reprises, mais en fait, je préfère me gérer moi-même. C'est tellement, en termes d'implication de mon image, savoir que quelqu'un d'autre peut gérer pour moi. Moi, il y a des partenariats que je refuse, en fait, parce que j'ai pas envie de m'associer à des trucs tout bêtes, mais à une marque qui fait des produits ultra sucrés, une marque qui respecte pas ses consommateurs, une marque qui a des bad buzz aussi. Enfin, il y a des grosses implications d'image. J'ai du mal à déléguer ça à quelqu'un d'autre pour le moment. Alors Lauriane, je disais, vous êtes justement, vous avez créé votre agence de stratégie d'influence, la Louvre & Partners. Vous êtes basée à Nantes. Exactement. Comment vous avez eu cette idée justement de créer cette agence? Comment c'est venu? Alors il faut savoir que moi, quand j'étais plus jeune, j'ai lancé un média qui s'appelait Il était une pub, qui était un média qui parlait de publicité et de créativité à destination de tous. Et on recevait des tonnes de portages tous les jours, plein de cadeaux. Les portages, c'est la pub Perrier qui sort. Du coup, il y a Perrier qui vous envoie un goodies, une bouteille d'eau, quelque chose qui est lié à leur campagne avec leur communiqué de presse. Et des fois, je me dis, mais on reçoit tellement de trucs, tellement de tote bags. J'utilisais presque les tote bags comme des sacs poubelles. Je me suis dit, c'est pas possible. Et en fait, j'ai commencé à conseiller les agences qui m'envoyaient des choses en leur disant c'est peut-être pas la peine de m'envoyer tout ça, là vous nous envoyez tous les fonds de teint de toutes les teintes. Dans mon équipe on n'a pas malheureusement toutes les teintes, on est une toute petite équipe, c'est pas possible. Il y avait beaucoup de gâchis, etc. Et donc en commençant à conseiller les agences, les annonceurs, etc., finalement, je ne me suis pas rendu compte, mais c'était le début de l'influence, c'était le début de mettre en place des stratégies d'influence. Et en fait, quand j'ai arrêté mon média, parce que j'étais très jeune et avec mon associé, c'était trop lourd pour nous, même si on faisait 600 000 pages vues sur notre site, on avait 1 million d'abonnés sur Facebook, c'était incroyable. Et on a décidé d'arrêter, on a revendu notre média et j'ai monté mon agence de stratégie d'influence. Et à quel moment les marques sont venues vous voir alors justement pour que vous les accompagniez dans cette stratégie d'influence? En fait, immédiatement, le jour où j'ai annoncé que j'arrêtais Il était une pub, dans la demi-heure qui a suivi, j'ai eu au moins une trentaine d'appels d'agences de communication globale, social media, RP ou des annonceurs en direct qui m'ont appelé, qui m'ont dit « Ah tiens Lauriane, vu que t'es dispo, est-ce que tu peux nous aider à sélectionner le bon influenceur? Est-ce que tu as le contact de machin? Qu'est-ce que tu penses de notre portage? Qu'est-ce que tu penses de notre stratégie? Ou on n'a pas de stratégie, qu'est-ce qu'on fait? » Ouais, ça a été une vraie frénésie aussi à un moment donné. Là, c'est quelle date exactement? J'ai créé mon agence en 2017, début 2017. Ouais, donc là, ça commence et après, ça monte vraiment en puissance. Ouais. Et là, vous avez toutes les marques qui veulent désormais faire de la stratégie d'influence. Comment vous l'avez vécu, ça? Je suis assez contente parce qu'au départ, c'était pas vraiment pris au sérieux. C'était souvent, tiens, on a un petit reliquat de budget. Tiens, qu'est-ce qu'on fait pour qu'on parle un peu de nous sur les réseaux, etc. Maintenant, la voix des créateurs de contenu est vraiment considérée. Maintenant, justement, grâce à la loi, entre autres, c'est vraiment un secteur qui est réglementé, dont on a confiance aussi. C'est pas juste un petit truc, tiens, on va essayer. Et ça fait vraiment partie maintenant d'une stratégie globale à mettre en place. Et je suis hyper contente. Et effectivement, il y a de plus en plus de grosses marques et de petites marques qui ont compris qu'il fallait l'intégrer dans leur strate. Ouais, j'imagine qu'il faut les éduquer encore parce que le secteur est quand même encore un peu nouveau. Le secteur, il a moins de 10 ans. Ouais. Donc, il y a énormément d'éducation qui est nécessaire. Parce que souvent, j'imagine que quand on pense à créateur de contenu, influenceur, effectivement, des fois, on pense à télé-réalité, Dubaï, etc. Alors que pas du tout. C'est des gens qui sont passionnés, qui prennent le temps de créer du contenu, qui ont cette petite personnalité, ce petit truc en plus, et l'envie de partager tout ça, partager leurs tips, partager leurs passions, et qui ont réussi à fédérer une communauté autour de ça. Et je trouve ça magique. Alexandre, justement, vous les aidez, ces agents, ces agences, mais aussi ces influenceurs, ils se tournent vers vous. Vous avez décidé vraiment de vous spécialiser en tant qu'avocat dans l'influence. Pareil, ça vous est venu comment, cette idée, finalement ? Finalement, assez naturellement. Moi, j'ai une formation de base de propriété intellectuelle et du fait de mon entourage ou de mon réseau, c'est vrai qu'on fait, comme tu le disais, partie de cette génération qui a grandi un petit peu avec les réseaux sociaux.
Et nécessairement, on voyait qu'il y avait, du fait de la professionnalisation du secteur, finalement, des petits litiges qui commençaient à apparaître, où on me posait des questions, finalement, en tant que juriste. Ah, qu'est-ce que tu penses de ce contrat qu'on m'a soumis? C'est la première fois que je vois un contrat pour ce type d'opération. Qu'est-ce que tu penses? J'ai retrouvé ma vidéo sur tel média, ou j'ai retrouvé ma vidéo sur tel site, alors que je ne m'étais pas forcément engagé à ça, etc. Et progressivement, avec mon associé Raphaël, on s'est dit qu'il y avait nécessairement un besoin et qu'il fallait pouvoir répondre juridiquement à ce besoin. Alors après, c'est un positionnement qui s'adresse... En fait, en droit, on a deux manières de... Soit on va cibler, c'est-à-dire par un domaine, on va faire du droit pénal, on va faire du droit de la famille, etc. Soit on va plutôt s'adresser à un secteur, et c'est le choix qu'on a fait avec le marketing d'influence, et plus généralement sur tout ce qui va être autour du divertissement, de la création artistique. Et c'est vrai que le marketing d'influence est la verticale, c'est la plus... importante en tout cas qu'on traite au cabinet. On va accompagner des créateurs, des créatrices de contenu, des influenceurs, des agences conseils également, et aussi des agences spécialisées en marketing d'influence ou qui vont venir gérer des talents aussi, ce qu'on appelle des talent managers finalement. Donc sur des problématiques à la fois contractuelles, sur des problématiques contentieuses, il y en a de plus en plus, on en parlera aussi tout à l'heure. On sent aujourd'hui, du fait de la maturité du secteur, il y a nécessairement plus d'acteurs, plus d'encadrement et donc du coup plus de contentieux naissants, surtout dans un contexte, on est quand même dans un contexte un petit peu pas en crise économique pour le marketing d'influence, mais on sent qu'au global, quand même, on est dans un contexte économique qui est assez tendu, donc nécessairement, il y a des litiges qui peuvent se créer quand il y a des questions financières qui naissent à l'occasion de ces relations contractuelles. Donc voilà, une partie conseil, une partie contentieuse pour l'ensemble de ces acteurs, à la fois le côté créateur, à la fois le côté agence conseil, et puis aussi des annonceurs parfois qui viennent nous voir en nous disant voilà, moi j'interviens dans un secteur assez particulier, je fais soit un certain type de boissons, soit j'interviens sur des produits financiers, soit sur des médicaments ou autres. Tous ces secteurs qui finalement sont réglementés et qui étaient qui sont réglementés depuis avant la loi sur l'influence, mais qui sont des secteurs un peu touchy ou un peu dangereux, et donc qui sont nécessairement encadrés, et dont la communication autour de ces produits et de ces services est encadrée, donc on les accompagne pour les guider un petit peu dans cette communication. Alors en interne, ils ont aussi des juristes la plupart du temps, mais l'idée c'est de travailler un petit peu main dans la main pour voir ce qu'on peut faire aussi, notamment sur les réseaux sociaux. Justement, alors si on revient un petit peu sur ce secteur, est-ce qu'on sait aujourd'hui combien il existe d'influenceurs? Vous avez des chiffres ou pas? En France, on a recensé 150 000. 150 000, ouais. D'accord. Et donc après, vous les catégorisez micro, nano nano, micro, middle, macro, et après on part dans les célébrités. D'accord, ok. La concurrence est rude, non, Imen? En soi, ça dépend dans quelle démarche on s'inscrit. Je pense qu'il y en a qui vivent vraiment ça comme une concurrence, mais en réalité, c'est comme n'importe quelle entreprise. En fait, dès qu'on a sa communauté qui nous est fidèle et à qui on apporte une vraie plus-value, on vit assez sereinement les réseaux sociaux. Il y a de la place pour tout le monde. Oui, vraiment, il y a de la place pour tout le monde. Il y a tellement de marques, et maintenant des marques les plus institutionnelles qui se lancent dans le marketing d'influence, qu'en fait, on peut faire un partenariat avec quasiment toutes les entreprises, même des petites PME ont des campagnes d'influence. Oui, alors après, j'imagine qu'il faut réussir à se démarquer, non? À être sur un secteur de niche, ou est-ce que c'est mieux? Après, il faut vraiment suivre ce qu'on a envie de faire. Moi, il se trouve que naturellement, je suis sur un secteur un peu de niche, effectivement, puisque moi, je suis sur les thématiques éducation, travail pour des jeunes de milieux populaires, donc c'est très de niche. Mais après, même des influenceuses beauté, on en voit se spécialiser dans, par exemple, les teints mat comme moi, les influenceuses cheveux dans les cheveux bouclés. Donc, on peut se spécialiser. Effectivement, c'est comme ça qu'on va réussir à se distinguer un petit peu, mais c'est avant tout une affaire de personnalité. Je pense que c'est le secteur où on est jugé sur notre personnalité. Et en fait, on est des individus différents. Donc, les gens, moi, par exemple, je suis 2 influenceuses beauté. Je les suis parce que j'adore leurs conseils, mais leurs conseils, je les trouverai partout. Je les suis parce que vraiment, je les adore, elles. C'est très parasocial. Hein. C'est une relation unilatérale, mais vraiment, c'est la personnalité qu'on suit. Oui, je pense que pour être influenceur, créateur de contenu, il faut juste être soi-même. Parce que si on essaye d'être quelqu'un d'autre, finalement, ça s'essouffle. On n'est pas capable de poster au quotidien, etc. Faut trouver toujours des sujets. Et si on n'est pas soi-même, le sujet, il ne viendra pas naturellement. Ouais, exactement. En fait, les gens n'aiment pas... En fait,
les gens aiment suivre nos vraies galères, en fait, nos vraies vies. Moi, quand j'ai une panne de voiture, j'ai jamais autant de vues dans mes stories, en fait. Les gens aiment la vraie vie, aiment les vrais problèmes. Donc, dès qu'on est soi-même, dès qu'on est sincère et dès qu'on est authentique, on est sûr que ça va fonctionner auprès d'un public. Alors on voit dans les campagnes que justement les réseaux sociaux, les campagnes Instagram, Facebook, TikTok, maintenant voilà, c'est devenu la norme, ça a remplacé un peu l'affichage et puis les spots TV. Ça a complété. Ça vient en complément, je suis tout à fait d'accord, mais pour une certaine frange de la population, ça vient carrément dépasser, je pense, les médias, on va dire, plus traditionnels. Lauriane, est-ce qu'on a un chiffre sur ce que représente aujourd'hui le marché de l'influence, du marketing d'influence ? Alors aujourd'hui, dans le monde, on est à peu près à 20 milliards de dollars. Et en France, on est à un peu plus de 400 millions d'euros. Ça a augmenté déjà de 15% par rapport à l'année dernière. Donc c'est un secteur qui se porte bien et qui ne fait que croître. Mais c'est parce qu'en fait, avec les influenceurs, on peut effectivement, on peut acheter des posts, des stories, des reels, etc. Mais on peut aller aussi beaucoup plus loin. Là, on le voit avec Lena Situation dans la pub pour Old El Paso ou des choses comme ça, où on peut utiliser des créateurs de contenu pour leur créativité, penser avec eux une publicité télé, aller beaucoup plus loin, faire de l'affichage, etc. En fait, l'influence n'est pas cantonnée qu'aux social media. Alors, avant cette fameuse loi, parce qu'on va quand même y revenir, cette loi du 9 juin 2023, ça se passait comment ? C'était le Far West, chacun faisait ce qu'il voulait, on était obligé de s'appuyer sur du droit commun. Comment vous procédiez ? Alors effectivement, il y avait déjà une législation existante dans beaucoup de domaines. On parlait tout à l'heure des produits ou des services réglementés. Bon, quand on parle de tout ce qui est produits de santé, il y a le code de la santé publique. Quand on parle de transparence sur les campagnes qu'on met en œuvre, on a du droit de la consommation et le code de la consommation qui existe. Quand on est sur des pratiques qui potentiellement sont infractionnelles, on a le code pénal qui vient aussi répondre. Sur les cessions de droits sur les contenus, on a le code de la propriété intellectuelle. Donc on voit effectivement qu'il y avait déjà dans beaucoup de codes et de sources juridiques différentes, que ce soit la loi ou d'autres décrets ou autres, on avait des outils qui existaient et qui existent pour d'autres secteurs d'ailleurs que le marketing d'influence. Mais l'idée de cette loi, ça a été de venir un petit peu compiler l'ensemble de ces législations qui peuvent exister pour faire un peu comme un guide, comme une charte, et de se dire, voilà, dans le marketing d'influence, on sait que les problématiques qu'on rencontre, c'est tout ce qui va être concrètement l'identification du caractère commercial d'une publication, les produits ou les services à réglementer, les problématiques contractuelles aussi qui sont intégrées dans la loi. Et encore une fois, quand on parle de contrat, on a dans le code civil des mentions sur le contrat, sur le mandat aussi. Le mandat, c'est lorsqu'un talent manager représente un influenceur, quand on dit en exclusivité, concrètement, c'est un contrat de mandat, comme on peut tous en avoir quand, je sais pas, vous donnez à un agent immobilier mandat pour vendre tel ou tel bien, c'est le même mandat finalement que le mandat qu'on va retrouver en influence marketing. Donc l'idée de cette loi, ça a été de venir un petit peu compiler l'ensemble de ces réglementations existantes pour dire, voilà, il y a un secteur qui arrive à maturité, donc voici les règles applicables. Pour autant, ces règles-là, elles existaient déjà dans d'autres domaines, et c'est ce qu'on voit notamment, il y a des créateurs de contenu qui ont été... c'est dit souvent épinglé, mais c'est-à-dire qu'il y a eu des contrôles DGCCRF qui ont été opérés sur certaines pratiques, et c'est vrai que certaines personnes étaient parfois étonnées de se dire, voilà, la loi existe depuis le 9 juin 2023, moi j'ai un contrôle DGCCRF en juillet, je comprends pas, et en plus ce contrôle porte sur des périodes antérieures, pour autant je pensais que la loi n'était pas rétroactive, etc. Et effectivement, la loi n'est pas rétroactive dans ce cas-là, pour autant les sanctions qui sont applicables et les enquêtes qui sont diligentées sont sur d'autres fondements juridiques qui existaient déjà au préalable, et c'est pour ça qu'on a des sanctions qui sont arrivées de manière concomitante avec l'arrivée de la loi. Lauriane, vous, comment est-ce que, sur quelle loi, sur quelles règles finalement vous vous basiez avant cette loi du 9 juin 2023 ? Il y avait déjà une association qui avait été créée en janvier, donc quelques mois avant, pour réglementer un petit peu la profession, c'est ça ?
Alors en fait, déjà pour répondre à ta question, moi du coup mon agence elle existe depuis 2017, donc moi effectivement je me basais déjà sur les lois qui existantes, les lois par exemple de la consommation, qui dit que dès qu'on fait une publicité, il faut l'indiquer telle quelle, que c'est une publicité, et donc mentionner ça auprès des consommateurs. Je me basais également sur les recommandations de l'ARP, la RPP, qui aussi est là pour donner des clés sur le monde de la publicité au sens large. Et c'est vrai que eux, depuis quelques années déjà, ils ont fait un observatoire de l'influence, ils se sont posé les bonnes questions et ils ont partagé des bonnes pratiques. Donc moi, je me basais déjà là-dessus. Et puis, effectivement, il y a l'UMIC qu'on a créé en janvier de l'année dernière, qui est donc l'UMIC, c'est l'Union des métiers de l'influence et des créateurs de contenu. Moi, je suis au COMEX de cette fédération qui représente à la fois donc les créateurs de contenu, puisqu'on parle vraiment des influenceurs, mais donc tous les métiers qui vont avec. Donc il y a effectivement le collège des agents d'influenceurs, donc qui représentent en exclusivité des talents, et les agences de stratégie d'influence et les solutions technologiques. Donc ça va être par exemple des agences comme la mienne, ou des Publicis, Havas, etc., ou encore des solutions technologiques comme Call Square, que vous avez peut-être déjà entendu parler, qui vous permet de vous aider grâce à de la data pour trouver les bonnes personnes. Imen, ça vous est arrivé de sortir un petit peu du contexte, du cadre, en vous disant bon là, je sais pas si c'est tout à fait réglo, mais c'est pas grave? Non. Je suis très bonne élève, je dis pas ça parce qu'on est filmé. Non, en vrai, non, jamais. Parce qu'en fait, avant, il était déjà question de droit et de bon sens, en fait. Moi, je savais que je fais pas la promotion de l'alcool, je fais pas la promotion de quelque chose qui est illégal. Mais c'est tout bête, mais je cite une vidéo, je mets la source en dessous. Enfin, voilà, c'était une question de bon sens. Donc, j'ai jamais eu de problème. Mais c'est vrai que depuis que la loi est arrivée, on fait attention. En fait, on nomme les choses. Je me suis jamais cachée quand je faisais des partenariats, je le disais. Et maintenant, je fais attention. Après, c'est peut-être encore imparfait, parce qu'effectivement, c'est une nouvelle loi qui arrive, encore qui a tout juste 1 an. Quand on essaye de faire au mieux, mais pour le moment, j'ai pas eu de problème. Alors Lauriane, c'est pareil, là on n'est qu'avec des bons élèves, parce que Lauriane, vous avez, vous respectez une certaine éthique depuis le départ. Enfin voilà, votre agence se veut durable. Enfin vous intégrez de faire de l'influence responsable. De l'influence responsable quand même. Donc, ouais. Mais vous non plus, ça vous est jamais arrivé de sortir du cadre, ou en tous les cas de pas trop savoir si là vous franchissiez la limite ou pas? Il y avait des mots. Il y a des fois, il y a quand même des textes de loi qui sont parfois un peu flous ou sujets à interprétation. Et je sais qu'il y a quelques années, sur l'univers par exemple de l'alcool, on pouvait utiliser des influenceurs lifestyle du moment qu'ils n'avaient pas le verre à la main, qu'ils n'étaient pas en train de boire, mais on pouvait plus ou moins les utiliser. Et je sais que oui, j'ai travaillé avec une marque d'alcool, on avait fait un super contenu qui respectait la réglementation, mais aujourd'hui, je me rends compte que finalement, on n'aurait peut-être pas dû travailler avec un influenceur lifestyle. On aurait dû plutôt prendre un chef ou prendre un vigneron, quelque chose comme ça, qui est finalement beaucoup plus légitime. Mais c'est vrai que j'ai peut-être pas assez bien interprété la loi, en fait. Bon, après, j'ai pas été assez stricte, en fait. Alors c'est vrai qu'il y a quand même eu, on peut dire que le Covid n'a peut-être pas arrangé tout à fait les choses, en tous les cas aussi a fait exploser un petit peu ce métier, ce secteur de l'influence. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont suivis par beaucoup de jeunes, on le sait bien. Et puis donc il y a eu ces publicités trompeuses, on est beaucoup revenu là-dessus, et c'est ça un petit peu aussi, à mon avis, qui a amené le législateur à s'immiscer et puis à légiférer. On se souvient de Nabila, cette fameuse star de la télé-réalité qui avait été condamnée à 20 000 € d'amende parce qu'elle avait fait la publicité
on va dire, trompeuse de formation de trading en ligne via les réseaux sociaux, sur Snapchat, je crois. Est-ce qu'aujourd'hui, la loi est d'autant plus sévère? Comment ça se passe, Alexandre? C'est vrai que sur cette question de la loi, il y a un peu une double interprétation. Soit on se dit, pourquoi est-ce que cette loi, finalement, arrive si tard, et pourquoi est-ce que le législateur ne s'est pas emparé plus tôt de ces sujets-là? Personnellement, je pense que le rôle du législateur, c'est quand même aussi de voir un petit peu comment les choses évoluent, comment un secteur grandit, etc., avant de se prononcer. Ça, c'est le premier point. Et sur le point, est-ce que finalement, ça n'a pas été... est-ce que ça n'a pas été fait un peu dans l'urgence et pour répondre pour satisfaire un peu l'opinion publique, comme ça peut se faire sur certaines lois? On sait que c'est quelque chose, en France, on a une capacité à légiférer qui est assez importante, et parfois ces lois qui doivent être complétées par des décrets ne le sont pas, et finalement c'est des lois qui sont inapplicables. Et il y a des sites internet d'ailleurs qui répertorient toutes les lois qui ne sont pas applicables parce qu'on n'a pas les décrets d'application. Et du coup, ce point-là, effectivement, est-ce que la loi est plus sévère aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, est-ce que c'est plus sévère? Alors, comme la loi renvoie finalement aux dispositions qui peuvent exister dans le code de la consommation ou autres, sur tout ce qui va être des pratiques commerciales trompeuses ou ce manque de clarté dans les communications, finalement ce sont les mêmes sanctions qu'on retrouve dans le code de la consommation, à savoir des sanctions qui peuvent aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement, 300 000 € d'amende ou 10% du chiffre d'affaires annuel moyen de l'entreprise ou de la personne qui peut se faire épingler. Donc encore une fois, bien évidemment, on est sur des sanctions qui sont des sanctions pénales avec le besoin d'individualiser le quantum de la peine, c'est-à-dire que c'est pas automatique, c'est pas on va forcément en prison si il y a des dérives, et il y a quand même un rôle pédagogique en matière pénale, notamment d'avertissement, de sanctions, de rappel à la loi, et dans les cas parfois les plus graves, on voit que les sanctions sont quand même relativement faibles pour ce qui est de l'amende par exemple qui a été prononcée à l'encontre de Nabila. Et encore une fois, quand on est dans ce cadre-là, c'est ce qu'on appelle une transaction, c'est-à-dire qu'on est dans le cadre d'un contrôle des GCCRF, donc du coup de la répression des fraudes qui répond directement de Bercy, et c'est finalement, on ne va pas jusqu'au procès, il n'y a pas de renvoi devant un tribunal correctionnel, et on se met d'accord, on se dit voilà, l'amende c'est ça, les sanctions, enfin voilà ce qui a été constaté, voici l'amende qu'on propose, après on accepte l'amende ou on la refuse, et si on la refuse, on va en débattre devant un tribunal. Mais il n'y a pas encore de procédures qui se sont retrouvées devant les tribunaux. Généralement, c'est plutôt accepté. Et c'est plus... Après, l'autre point qu'il y a sur ce sujet, c'est le name shaming un peu que peuvent exercer les autorités dans le cadre de ces contrôles. Et c'est vrai que c'est ce qui peut aussi peiner un petit peu. Enfin, il y a une volonté d'épingler, il y a une volonté de montrer tel créateur, telle créatrice s'est fait épingler. Pendant X jours, vous mettez sur vos réseaux sociaux, donc c'est là aussi où ça va avoir un impact sur le développement de son activité et sur sa crédibilité ou autre, parce que forcément, il y a beaucoup de gens qui ignoraient en toute bonne foi les obligations, et ça peut être un peu problématique de se voir affiché comme ça. Imen, est-ce que justement en tant que créatrice de contenu, cette loi, comment vous la percevez? Est-ce que pour vous c'est bien fondé et puis ça va faire évoluer correctement le secteur et donc vos métiers, ou est-ce qu'au contraire ça vous met un peu des bâtons dans les roues? Non, je pense que vraiment il le fallait. Moi, comme je vous l'ai dit, je vois vraiment mon travail en tant que créatrice de contenu / influenceuse comme quelque chose de responsable en fait. Donc moi j'ai vu les dégâts de ce que vous disiez, notamment les formations trading, des promotions de paris sportifs, des promotions de moyens d'enrichissement qui sont évidemment faux et dangereux en fait pour des publics vulnérables. Donc non, il le fallait. Je pense que quand on est créateur de contenu et qu'on est à la fois bien intentionné envers sa communauté et en même temps on a aussi une certaine exigence vis-à-vis de ce qu'on fait, en fait on s'y plie. Bien sûr, il peut y avoir des maladresses parce que ça reste complexe et qu'il faut le temps de bien assimiler tout ce qu'on doit faire, mais non, il le fallait, et je pense pas que ça mette des bâtons dans les roues, parce qu'en soi ça professionnalise davantage le secteur. Et moi, quand je le vois côté marque, mais tu en parleras mieux que moi, en fait finalement elles savent désormais mieux vers qui se tourner, parce qu'elles savent qui respecte, et maintenant on catégorise bien entre ceux qui font toujours un petit peu n'importe quoi et ceux qui s'imposent une certaine déontologie et une certaine éthique. En fait, on parle déontologie et éthique partout, donc il fallait qu'à un moment donné, ça intervienne dans le milieu de l'influence de force ou de gré pour ceux qui étaient déjà bien intentionnés. Oui, c'est vrai. Lauriane, justement, les marques, elles aussi, elles le prennent bien, ça? Elles sont OK avec cette nouvelle réglementation? Oui, vraiment, ça les aide, ça les cadre. Elles savent qu'elles ne peuvent pas
tout faire, alors que donc parfois, désolé, ça leur bride leur créativité, mais c'est comme ça, quand je dis ça bride leur créativité, notamment par exemple sur la loi E20, mais bon, on n'a pas attendu la loi sur l'influence pour que la loi E20 existe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a des marques comme par exemple le groupe L'Oréal qui se dit je vais prendre que des influenceurs qui ont passé la formation de l'influence responsable de l'ARP, qui est là. Alors c'est un badge qui dit que la personne a suivi, le créateur de contenu a suivi une formation de X heures, a passé un certificat et qui est censé normalement mieux comprendre la loi. Et du coup, on se disait qu'avec les personnes qui ont ce badge-là, il y a moins de risques de dérive, finalement. Après, il y a certains créateurs de contenu qui sont super, qui ne l'ont jamais passé, mais qui sont tout autant au courant de la loi et qui font les choses très, 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 très bien. Oui, vous avez raison, effectivement, ça vient aussi cadrer un petit peu la profession en tant que telle. Aujourd'hui, un créateur de contenu, un influenceur, il y a carrément une loi qui dit... qui donne la définition de cet individu, de cette personne. Alors, ça régit l'influence commerciale, pas le créateur de contenu en tant que tel. Vous, dans l'Assemblée, vous avez peut-être un compte Instagram, vous avez peut-être 2000, 3000, même 200 000 followers. Si vous n'avez jamais collaboré avec une marque, vous restez un créateur de contenu et vous vous donnez la définition que vous voulez à vous-même. C'est juste l'influence commerciale qui a été définie. Je pense et l'influenceur, il n'y a pas une définition dans la loi qui dit qui peut se prévaloir d'être influenceur ? Alors justement, cette notion de notoriété et d'audience a beaucoup cristallisé les débats à l'Assemblée ou entre les parlementaires sur est-ce qu'il faut mettre un minimum, est-ce qu'il faut mettre un cadre ou autre, et le choix qui a été fait, c'est de se dire non finalement. Et donc ça va être toute personne qui va mobiliser son audience de manière directe ou indirecte pour assurer la promotion d'un produit ou d'un service. Donc c'est à titre onéreux. C'est assez large. Donc c'est assez large. Et effectivement, c'est pour ça qu'il y aura nécessairement, à mon sens, on en parlait, des litiges qui vont naître sur l'interprétation de certaines notions, comme c'est le cas classiquement. Il faut avoir en tête que titre onéreux, ça peut être vous recevez de l'argent de la part d'une marque, mais aussi vous recevez un cadeau. Vous recevez un pot de yaourt pour une marque de yaourt. C'est considéré comme finalement une rétribution en nature, et donc vous faites de l'influence commerciale. De la même manière qu'une invitation à un événement, un voyage de presse, une invitation à l'étranger. On vous offre une prestation. Oui, voilà, ça fait partie d'une prestation. Alors, le sujet fiscal, c'est un autre sujet, mais effectivement, ça fait partie des déclarations qu'on doit faire, mais pas depuis la loi influenceur. C'est-à-dire que, classiquement, dès que vous recevez 1 euro de quelqu'un en contrepartie d'une prestation, c'est quelque chose qui doit être intégré dans votre Donc, il n'y a pas des montants encore qui ont été décidés pour dire, voilà, là, il a atteint le niveau qui peut être considéré comme un créateur de contenu. Non, il n'y a pas de... Parce que dans certaines professions, c'est le cas. Il y a quand même... il faut que le salaire rétribué chaque mois puisse vous permettre, par exemple, de vivre, tout simplement. Oui, non, il y a eu vraiment cette volonté de ne pas catégoriser vraiment les choses et plutôt de prendre le problème par l'aspect vous générez des revenus du fait d'assurer la promotion directe ou indirecte de quelque chose. Du coup, vous pouvez tomber dans ce cadre-là, que vous ayez 5000 ou 1 million de personnes qui vous suivent. Alors là, on le disait, on est à 1 an pratiquement, dans 3 jours, on y sera, à 1 an de la promulgation de la loi, donc le 9 juin 2023, je le rappelle. Quels sont les constats, quels sont les retours que vous avez déjà, alors peut-être en contentieux, peut-être vous nous, avec l'UMIC, les marques, comment ça se passe ? Donc avec l'UMIC, on a à la fois les influenceurs, les agents, les agences, etc., qui ont quand même remonté certaines infos qui, dans la loi, finalement, n'était pas cohérente. Par exemple, celle de mettre l'adresse personnelle de l'influenceur dans la bio. Vous imaginez tout de suite les dérives que ça peut avoir. Vous imaginez un créateur de contenu qui a 1 million d'abonnés, tout le monde a son adresse perso. Tout le monde va sonner à la porte. Après, pour le législateur, ça paraît logique parce que l'influenceur est finalement une entreprise, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à partir du moment où vous recevez de l'argent d'une marque, vous devez créer une entreprise. Donc, qui dit entreprise dit adresse de siège social. Mais finalement, chez un créateur de contenu, c'est souvent chez lui. Oui, bien sûr. Vous, Alexandre, quel constat, justement ? Quel constat ? Je pense une
volonté du secteur de venir bien encadrer chacun dans le contour de sa propre activité, voilà, de bien voir quels sont les contrats qu'on met en place, de s'assurer que ces contrats sont bien, respectent bien la loi, la volonté oui, je dirais, en tout cas en matière de conseil, voilà, une volonté de bien encadrer les choses et de faire en sorte que ce soit à la fois responsable et légal. Et en matière contentieuse, du coup, forcément, qui dit plus de contrats dit plus de sujets litigieux, et qui dit plus de sujets litigieux dit potentiellement plus de contentieux, quoi. Mais on a mis en place pas mal d'initiatives. Déjà l'UMIC, on a créé le comité éthique pour essayer aussi de répondre à tout plein de questions qu'on pourrait soulever, et on essaye d'aller de tendre vers quelque chose tous ensemble, vers quelque chose de mieux. On en parlait tout à l'heure, vous l'avez évoqué brièvement. Les influenceurs qui sont partis à Dubaï, ils sont aussi soumis à cette loi ou pas du tout? Les influenceurs français, j'imagine. Oui, alors justement, il y a eu une volonté du législateur de se dire, parce que quand le titre de cette loi, c'est d'encadrer l'influence commerciale et de lutter contre les dérives de l'influence. Donc c'est vrai qu'il y avait une vraie volonté du législateur de se dire, ok, il y a eu un documentaire sur France 2 qui parle de tel sujet, on veut montrer aux téléspectateurs et aux citoyens qu'en tant que pouvoir public, on s'empare de sujets, parce qu'il y a aussi une volonté politique derrière de montrer qu'on est jeune, etc., et qu'on veut prendre ces nouveaux sujets à bras-le-corps. Et dans ce cadre-là, effectivement, les principaux acteurs qui étaient visés sont notamment ceux qui se trouvent à l'étranger et aux Émirats Arabes Unis. Du coup, comment est-ce que ça a été fait? Tous les influenceurs qui se trouvent hors de l'Union européenne, mais qui touchent un public français, ont désormais une obligation d'avoir un référent en Europe. Et donc, pas nécessairement en France, mais en tout cas en Europe, et c'est ce qui fait qu'avec, par le biais du droit européen, on va de toute façon pouvoir aller rechercher la responsabilité de cette personne qui va accepter la charge de représenter ce créateur de contenu, finalement, qui va prendre la sanction pour le compte de ce créateur de contenu. Donc c'est comme ça qu'ils ont décidé de prendre le problème. À savoir qu'en tant qu'annonceur, si on travaille avec un influenceur qui va être basé à l'étranger, hors Europe, le fait de ne pas s'assurer qu'il y a un référent européen est également passible de sanctions. C'est comme ça aussi, forcément, on touche au porte-monnaie, donc c'est une manière de venir s'assurer que la règle est bien respectée. Mais la majorité des influenceurs avec lesquels on travaille sont souvent en Europe et en France. Oui, bien sûr. Il y a très peu de personnes qui se retrouvent à Dubaï. En fait, cette ville n'est pas constituée que d'influenceurs. Heureusement, oui. Imen, justement, vous avez l'impression qu'il y a plus de justesse, qu'on rééquilibre un petit peu ce métier d'influenceur, de créateur de contenu? Oui, je pense vraiment que c'est venu cadrer en fait quelque chose qui était un peu flou pour tout le monde, à la fois pour les marques, à la fois pour les influenceurs, à la fois pour les citoyens en fait, qui regardaient et qui se faisaient parfois tromper. Donc je pense qu'il le fallait. Et moi je le vois, je vous disais que j'avais un vrai travail, je suis attachée de presse, donc je travaille beaucoup avec les médias. Et il se trouve que je représente des influenceurs en relations presse. Et je vois que depuis cette loi, même les influenceurs ont pris un peu en posture en fait, et en stature. C'est plus juste des personnes qui s'amusent sur Internet, c'est des gens qui maintenant sont considérés comme ayant un vrai métier, sont considérés comme ayant donc une vraie parole et comptant dans le débat public. Donc je pense qu'il le fallait et que ça a finalement profité à tous. Alors après, on le voit, et puis je fais le lien un petit peu avec la conférence juste avant, sur la tech, justement, sur l'IA en tant que tel. Le secteur évolue quand même très, très rapidement. Est-ce que ça ne va pas devenir un nouveau sujet, ça, les influenceurs qui ont été créés de toutes pièces et qui sont maintenant virtuels? Et Imen, comment vous envisagez cette possibilité? En soi, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a quand même... On pensait que les influenceurs allaient s'en servir, mais en fait, il y a de moins en moins, ça baisse finalement l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et moi, non, je crains pas, en fait. Comme je le disais en préambule, on est des individus avant tout, et donc on a nos histoires, à moins que vous me rameniez une IA qui est capable de raconter ce qu'a fait son père comme travail, qui est capable d'avoir des vrais problèmes de la vraie vie, et je sais qu'elles sont capables parce que tout avance si vite. Je pense pas que j'ai à craindre spécialement en tant que moi, créatrice de contenu, de ce qui arrive. Je pense qu'au contraire, on s'en sert beaucoup. Je sais qu'il y en a qui s'en servent pour leur création de contenu, pour avoir des inspirations de sujets. Je pense à ChatGPT notamment. Mais sinon, les influenceuses IA, je pense que ça reste pour le moment une petite bulle. C'est vrai que dans certains pays, et je pense notamment au Maroc, il y a une influenceuse marocaine qui est suivie par des centaines de milliers de personnes. Et ça a été un scandale national quand ils ont appris qu'elle était
pas vrai en fait. Mais bon, je crois que rien ne rattrape le fait de se croiser en vrai, le fait de pouvoir dire à quelqu'un, du coup à ma communauté, je serai là à ce moment-là, donc si vous voulez qu'on se voit, on se voit avec grand plaisir. Je pense que pour le moment, j'ai rien à craindre. Mais par exemple, moi, je suis une influenceuse IA, mais en fait, c'est une vraie personne derrière. C'est juste, elle ne voulait pas montrer son visage. Et du coup, elle s'est créée un univers, elle s'est créée un avatar, finalement. Donc, elle a utilisé l'IA pour créer ce petit univers, mais finalement, c'est elle, c'est sa voix, c'est sa vie, et qu'elle partage. Mais avec cet univers créatif, on a l'impression qu'elle est plongée dans les Sims un petit peu. Est-ce que vous craignez, Alexandre, aussi des contentieux avec c'est vrai que d'un point de vue de juriste, l'IA pose énormément de problématiques, notamment en termes de droit d'auteur, droit à l'image. Et il y a de plus en plus de sujets, d'entreprises qui se créent autour de la création de contenu à partir de l'image d'une vraie personne. Aujourd'hui, on n'a que le terme deepfake finalement pour nommer ce type de choses, mais c'est quelque chose qui grandit de plus en plus et qui va poser des questions d'exploitation commerciale de l'image, puisque finalement, avec un créateur, une créatrice de contenu, il y a 3 choses qui sont monétisées: la prestation de service, donc le fait de se rendre, de réaliser telle ou telle chose; la cession de droits d'auteur, c'est-à-dire concrètement les contenus qui sont créés sont des contenus sur lesquels il y a des droits d'auteur qui doivent être rémunérés, etc. Et puis il y a bien évidemment l'image. On en parlait quand on parlait de Léna Situation tout à l'heure. Qui se retrouve en affichage dans toute l'Europe finalement avec telle marque de cosmétiques ou à la télévision, etc. Donc on voit qu'il y a aussi cette notion d'exploitation de l'image qui est importante, comme avec l'image des sportifs dans le cadre des contrats, par exemple pour les joueurs de foot. Et cette question de l'IA va poser, à mon avis, des sujets juridiques, puisque aujourd'hui, en mettant à disposition son image pendant 30 secondes, filmée d'une certaine manière, etc., on va pouvoir générer énormément de contenus différents. Et donc forcément, il va falloir monétiser ces contenus et rémunérer les personnes qui mettent à disposition leur image pour ça. Et autre sujet qui me vient à l'esprit comme ça, c'est ce qu'on appelle le fake out of home, le FOOH. C'est toutes ces campagnes, vous savez, quand on voit par exemple des bâtiments publics qui sont sur lesquels il va y avoir des banderoles qui vont être affichées pour des grandes marques, Samsung ou autres, ou il y avait un exemple avec L'Oréal aussi qui parcourait les rues de Paris avec une voiture qui portait un rouge à lèvres et qui parcourait la ville et qui mettait du rouge à lèvres un peu partout. Donc tout ça, ce sont des campagnes qui sont générées notamment par l'intelligence artificielle ou en tout cas par l'ordinateur, mais qui risquent de poser problème sur tout ce qui va être les bâtiments sur lesquels des personnes peuvent avoir des droits d'auteur, des architectes ou autres, puisque nécessairement un bâtiment c'est une œuvre de l'esprit à partir du moment où il est suffisamment original et qui va être donc il est protégé en tant que tel. Et forcément, en tant qu'auteur, en tant qu'architecte, on va avoir des droits patrimoniaux et moraux. Et sur le droit moral, le droit au respect de son œuvre. Et peut-être qu'on n'a pas, quand on avait pensé tel nouveau stade de foot ou tel bâtiment, etc., on n'avait pas forcément idée qu'il y ait une immense affiche pour telle ou telle marque qui soit dévoilée dessus. Donc c'est des sujets qui vont être de plus en plus, dont le droit va devoir s'emparer, et notamment il y a un règlement européen qui va venir encadrer la question de l'intelligence artificielle. Et maintenant on a aussi la nécessité de mentionner sur les publications lorsque ces images ont été retouchées par l'intelligence artificielle, tel que c'était le cas d'ailleurs avant pour tout ce qui était les silhouettes retouchées ou autres. Maintenant on doit aussi mentionner que c'est une image qui est retouchée par l'intelligence artificielle. Si une influenceuse retouche son visage, elle est obligée, ou sa silhouette, elle était obligée de mettre image retouchée. Et si en plus elle utilisait l'intelligence artificielle, il faut mettre image créée via l'intelligence artificielle. Donc on peut accumuler les mentions. Oui, l'intelligence artificielle, c'est vraiment un sujet dont ils vont s'emparer, évidemment. Mais vous dites, donc au niveau européen, ça y est, ça commence déjà à se construire. Donc, il est possible que dans un futur proche, ce soit adapté à la législation française. Oui, après, on a toujours un coup de retard en droit. Mais donc, faut voir aussi comment les choses se mettent en place. Quel va être le pouvoir au niveau européen de venir réglementer les choses par rapport à ce qui est connu, par rapport à ce qui est déjà existant, en essayant d'anticiper un peu ce que peut devenir encore davantage l'IA. Mais c'est assez difficile, en tout cas en tant que juriste, de pouvoir voir tous les contours de ça, quoi.
Il y a juste une question concernant les plateformes. On n'en a pas parlé, mais la plateforme en tant que telle, est-ce qu'elle est partie prenante dans cette législation? Est-ce que Facebook, est-ce que Insta, etc. ont un rôle à jouer aussi avec ces publications ou pas du tout? Effectivement, sur le sujet des plateformes, c'est vrai que la loi, dès l'article 2, vient nous dire quels sont concrètement quels sont les types de plateformes sur lesquelles, à partir du moment où il y a des communications à titre de la mise en avant de produits et de services, la loi vient s'appliquer. Donc on sent que le sujet des plateformes est important. C'est un sujet qui est aussi important puisqu'il existe cette différence entre, vous savez, éditeurs de contenu et hébergeurs. Les plateformes sont des hébergeurs de contenu et ont quand même une obligation particulière d'être vigilant et de veiller au retrait de tout ce qui va être des contenus infractionnels, etc. à partir du moment où on va les informer du caractère infractionnel de ces contenus. La principale difficulté qui se pose aujourd'hui sur les plateformes, c'est finalement avec les algorithmes, avec la mise en avant de certaines informations, est-ce que des plateformes qui se présentent comme étant des hébergeurs de contenu et qui disent concrètement, moi ma responsabilité elle est limitée, je suis pas éditeur, c'est pas moi qui édite mon contenu, mais vu les algorithmes qui sont et qui vous présentent uniquement certaines informations, etc., on peut se demander si finalement les plateformes ne sont pas elles-mêmes éditrices de contenu et n'ont pas une responsabilité encore plus importante. Il y a le Digital Service Act aussi. Oui, qui est comme l'équivalent un peu du RGPD pour les plateformes qui vient régir ces... Beaucoup d'informations, effectivement, donc parfois il faut savoir s'entourer peut-être pour réussir à décrypter la loi, pour réussir à circuler dans les méandres de ces nouveaux métiers, qui ne sont plus tant que ça, mais qui continuent à émerger et à progresser.